Je n'aurais jamais imaginé que le pire moment de ma vie se déroulerait sous les néons d'une salle de conférence vitrée, au 23e étage d'une tour de bureau du centre de Cincinnati. Et pourtant, j'étais là, debout en bout de la longue table en acajou, mon portfolio serré contre ma poitrine comme un bouclier, arborant ce sourire qu'on arbore après des mois d'espoir que nos efforts allaient enfin porter leurs fruits. « Je m'appelle Vivian Brox », dis-je d'une voix assurée malgré le trac. « J'ai hâte de vous parler de la suite. » J'avais répété cette phrase devant le miroir le matin même, peaufinant l'inclinaison de ma tête pour qu'elle paraisse confiante, et non désespérée. La salle était pleine à craquer, directeur, RH, quelques membres du conseil d'administration venus spécialement. Mon mari, Gabriel, était assis au fond, dans le fauteuil qui avait appartenu à son père. Il était désormais PDG, celui qui avait hérité de l'agence et l'avait développée. Je l'avais secondé pendant 12 ans. J'étais celle qui restait tard, qui reconstruisait les relations clients après les crises, qui élaborait les stratégies qui permettaient de maintenir l'activité quand tout le monde paniquait. J'ouvris mon portfolio, des pages de chiffres, des échéanciers, des témoignages clients. La campagne pour le secteur manufacturier de Arlon & Sons, à elle seule, celle que j'avais réécrite à 3 heures du matin pendant 2 semaines d'affilée, avait permis de décrocher un renouvellement à 7 chiffres. J'avais maîtrisé la crise du groupe hôtelier Langford avant même qu'elle ne fasse la une des journaux. Une refonte numérique qui avait fait grimper l'engagement de plus de 300%. Je connaissais les chiffres par cœur. Je l'avais mérité. Gabriel leva les yeux de son téléphone. Non pas avec fierté. Pas même avec la neutralité prudente d'un patron. Avec amusement, un petit sourire en coin, comme si je venais de raconter une blague qu'il ne s'attendait pas à trouver drôle. Je poursuivis. Je suis prête à prendre la direction. Je gère le département de facto depuis 2 ans. J'aimerais officialiser les choses. Un silence de mort s'installa dans la salle. Kendra des RH s'éclaircit la gorge et me fit glisser un fin dossier. Ses ongles, toujours impeccables, tapotèrent la couverture 1 fois, 2 fois. « Vivien, dit-elle doucement, votre candidature n'a pas été retenue. La décision a été prise la semaine dernière. » J'ai senti l'atmosphère se figer. Mes doigts se sont crispés sur le dossier. De l'autre côté de la table, la porte vitrée s'est ouverte. Abigail Kendrick est entrée, chaussée d'élégantes bottines en daim noir qu'elle m'avait montrées un mois plus tôt, me demandant si elle n'était pas trop audacieuse pour le bureau. Je lui ai répondu qu'elles étaient parfaites pour faire bonne impression. Elle n'a pas hésité. Elle a traversé la pièce, s'est installée dans le fauteuil en cuir en bout de table, celui réservé au nouveau directeur, et m'a adressé un léger haussement d'épaule. « J'avais oublié de vous le dire », a-t-elle dit. Gabriel s'est adossé. Abigail prend le poste. Elle est au courant. C'est la meilleure décision pour l'agence. Soudain, la lumière des néons m'a brûlé la peau. Les visages se sont tournés vers moi, exprimant tour à tour pitié, malaise ou regard fuyant. Je suis restée là, tenant toujours le dossier qui prouvait que j'avais sauvé cet endroit un nombre incalculable de fois. Pendant ce temps, la femme qui m'avait formée. J'étais assise à la place que j'avais méritée pour mon travail depuis des mois. Je regardais Gabriel, l'homme qui m'avait embrassé pour me dire bonjour ce matin-là, qui m'avait écouté répéter ma présentation pendant le dîner la semaine dernière, qui m'avait aidé la veille comme si de rien n'était. Il croisa mon regard et hocha légèrement la tête, comme si c'était une simple affaire. Je posai le portfolio sur la table, sans l'ouvrir. « Je vois », dis-je. Ma voix ne tremblait pas. Je ne pleurais pas. Je me retournai simplement et sortis. La porte se referma avec le doux claquement d'un chapitre qui se termine. Je ne le savais pas encore, mais ce claquement n'était pas la fin de quoi que ce soit. C'était le premier bruit d'un commencement. Cet après-midi-là, je vidai mon bureau. L'orchidée que j'avais gardée en vie pendant 2 hivers. La tasse que ma fille Riley m'avait offerte, sur laquelle était écrit « La meilleure arrangeuse du monde ». La photo encadrée de la retraite où j'avais été nommée meilleure performeuse 3 années de suite. Je mis tout cela dans une boîte en carton, en prenant soin de ne pas abîmer les coins. Mason, un analyste de 24 ans, persuadé que le travail acharné suffisait, rôdait près de mon bureau. « Vive, la présentation pour Arland a besoin de ta signature avant. Donne-la à Abigail, dis-je. » Il cligna des yeux. Elle n'a même jamais rencontré leur équipe. Alors elle a intérêt à se débrouiller vite. Je portai la boîte jusqu'à l'ascenseur. Personne ne m'arrêta.
Personne ne me demanda si j'allais bien. Les portes se fermèrent, et pour la première fois en 12 ans, je ressentis le poids de quelque chose de plus lourd que la simple fatigue. J'étais libre et furieuse. Mais surtout, j'étais éveillée. Cette lucidité froide et tranquille qui survient lorsque la dernière illusion se brise enfin. Avec le recul, je réalise que c'est à ce moment précis que la mèche a été allumée. Je ne savais juste pas combien de temps elle brûlerait. Le trajet du bureau jusqu'à la maison me parut interminable. Les rues de Cincinnati étaient calmes en ce début de soirée, la brume de l'Ohio planant au-dessus des ponts comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Je gardai les fenêtres fermées. Je ne voulais pas que le bruit de la ville couvre le nouveau son qui résonnait dans ma tête. Le cliquetis régulier et froid des pièces qui s'emboîtent. Notre maison à Hyde Park se trouvait dans une rue bordée de vieux érables, un endroit qui semblait avoir toujours été heureux. Gabriel et moi l'avions acheté il y a 11 ans, juste après l'entrée de Riley à la maternelle. Je me souviens, debout dans le salon vide, lui avoir dit que nous le remplirions de souvenirs. À l'époque, je croyais que les souvenirs étaient quelque chose que 2 personnes construisaient ensemble. J'ai posé la boîte en carton sur l'îlot de cuisine. L'orchidée s'est légèrement inclinée. Une feuille a effleuré le bord, comme si elle cherchait à attraper quelque chose. Je l'ai laissée là. La porte du bureau de Gabriel était un bocal. Sur son bureau trônait le contrat de Arlon & Son, celui que j'avais négocié, réécrit, défendu pendant 3 séries de révisions. Les marges étaient couvertes de notes d'une écriture cursive qui n'était pas la sienne. Les dates d'Abigail remontaient à près de 2 mois, les points stratégiques que j'avais élaborés, les préférences des clients que j'avais apprises au cours de conversations nocturnes, mon travail rédigé selon ses directives. Mon téléphone s'est allumé. Riley m'envoyait un SMS de Columbus. « Alors, maman, comment s'est passée la grande réunion ? » « Tu as compris ? » J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. J'ai repensé aux frais de scolarité, à l'appartement qu'on l'avait aidé à trouver, aux discussions nocturnes où je lui répétais « À la longue, le travail paie toujours. » Je n'ai pas répondu, pas encore. La maison sentait le café que j'avais préparé le matin même. Le café habituel de Gabriel, de sucre, sans crème. Je l'avais infusé pendant qu'il m'embrassait la tempe en me disant « Tu vas cartonner aujourd'hui. » Je l'ai cru. Je l'ai toujours cru. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Assise à la table de la salle à manger, mon ordinateur portable ouvert, je ne regardais ni portfolio ni présentation. J'ai commencé un nouveau document, une liste, tous les mots de passe que j'avais créés pour les systèmes de l'agence, tous les contacts clients que j'avais entretenus, tous les processus non documentés que j'avais mis en place pour que l'agence ne s'effondre pas. Quand quelqu'un était malade, je notais des choses dont personne d'autre n'avait connaissance, parce que personne d'autre n'en avait jamais eu besoin. Je ne volais pas. Je documentais ce qui m'appartenait déjà. 2 heures du matin, la porte d'entrée s'ouvrit. Les clés de Gabriel heurtèrent le bol dans le vestibule. Il s'arrêta net en apercevant le carton toujours posé sur l'îlot central. Puis il entra dans la cuisine. « Salut », dit-il en desserrant sa cravate. « Tu es encore debout. » Je ne le regardai pas. Je continuai à taper. Il ouvrit le réfrigérateur et prit une bière. Le bouchon claqua contre le bord du comptoir, la même habitude que je lui avais demandé d'arrêter pendant des années, car elle laissait des traces sur le granit. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il en désignant le carton d'un signe de tête. Je fermai lentement mon ordinateur portable. Aujourd'hui. La réunion. Abigail, le fait que tu la formation pour mon poste depuis des mois, alors que je préparais une présentation dont tu savais pertinemment qu'elle ne servirait à rien. Il expira, comme si j'exagérais. Nous avons évoqué cette possibilité. Le conseil d'administration s'inquiète de l'image que cela renvoie. Un mari qui promeut sa femme. Ça ne fait pas bonne impression, surtout avec le renouvellement du contrat de Arlan en jeu. Abigail est un choix irréprochable. Aucun conflit d'intérêts. Irréprochable. Je répétais le mot. Ça avait un goût métallique. Elle apprend les ficelles du métier grâce aux relations que j'ai tissées. Elle s'attribue le mérite d'un travail que j'ai fait à 3 heures du matin pendant que tu dormais à côté de moi. C'est comme ça que fonctionnent les affaires. Vive, tu savais que quand on se marierait, des situations compliquées surgiraient. J'ai ri. Pas fort, juste un petit rire de surprise devant la facilité avec laquelle il m'a fait porter le chapeau. Des situations compliquées, ai-je dit.
C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Quand tu me mens en face tous les jours pendant des mois, quand tu m'écoutes répéter mon argumentaire pendant le dîner, et que tu acquiesces d'un air fier. Quand tu me serres dans tes bras la nuit en sachant que tu vas m'humilier devant toute l'équipe dirigeante. Il a posé sa bière. Je te protégeais. Les gens parlent. Ils disent que tu n'as ton poste que grâce à moi. Comme ça, quand tu réussiras, ce sera grâce à toi. Quand je réussirai, ai-je rétorqué, j'aurai déjà réussi. Chaque campagne qui nous a permis de rester rentable ce trimestre porte mon nom. La seule chose dont tu m'as protégé, c'est de m'attribuer le mérite de mon propre travail. Le silence s'étira. Puis la sonnette retentit, sèche et inattendue. Gabrielle fronça les sourcils. Il est tard. Je me levai. Sans doute Nora. Elle avait dit qu'elle passerait peut-être. J'ouvris la porte. Abigail se tenait sur le perron, en tenue de sport, les cheveux relevés en chignon décoiffé, un grand sac fourre-tout en bandoulière. Elle sourit comme si nous étions de vieilles amies se retrouvant pour un café. Vivien, j'espère que je ne te dérange pas. Elle jeta un coup d'œil par-dessus mon épaule. Gabrielle, tu as laissé son ordinateur portable au bureau. Je me suis dit que tu en aurais besoin pour la révision de Harland demain. De toute façon, j'allais à mon cours de spinning. Notre maison était à 20 minutes de toute salle de spinning du centre-ville. Gabriel apparut derrière moi. Merci, dit-il en prenant l'ordinateur. Ses doigts effleurèrent les siens, petits, agiles, familiers. De rien. Le regard d'Abigail se posa sur moi, puis revint à lui. À propos de la révision de demain. Devrais-je utiliser les arguments de Vivian ou repartir de zéro? Nouveau, répondit-il sans hésiter. Une nouvelle perspective, acquiesça-t-elle. Parfait. Rendez-vous à 7 heures pour le petit déjeuner. Puis elle me regarda droit dans les yeux. Vivian, je suis désolée pour aujourd'hui. Je sais que c'était inattendu, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour l'agence. Ses paroles étaient pesées. Une compassion institutionnelle. Aucune reconnaissance. Aucun coup. Je souris. Le même sourire que j'avais arboré lors de 100 réunions clients. Celui qui ne laissait rien transparaître. Bien sûr, Abigail. Je comprends parfaitement. Elle cligna des yeux. Peut-être s'attendait-elle à des larmes, à de la colère, quelque chose qu'elle pourrait rapporter comme preuve que je ne saurais pas gérer la situation. Comme rien ne se manifestait, elle changea de position. Bon, je dois y aller. Après son départ, Gabrielle ferma la porte. Tu vois, elle essaie de rester professionnelle. Professionnelle? Demandai-je doucement. C'est comme ça qu'on appelle ça. Je me retournai et montai à l'étage. Dans le placard de la chambre, j'ai sorti le vieux sac week-end en cuir que nous avions acheté pour notre voyage à Savannah pour notre premier anniversaire. L'étiquette était décolorée, mais on pouvait encore lire « Des souvenirs créés ici ». J'ai failli rire. Gabrielle se tenait dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce que tu fais ?»« J'ai besoin d'un peu d'espace pour réfléchir. » « Vivian, ne sois pas dramatique. Ce n'est qu'un travail. » J'ai marqué une pause, serrant contre moi le pull que Riley m'avait envoyé à Noël dernier. « Tu as raison. Ce n'est qu'un travail. » Et c'est juste un mariage où mon mari a orchestré mon humiliation professionnelle pendant que son nouveau directeur débarque chez nous après son cours de spinning. J'ai continué à ranger mes affaires. Il m'a regardé plier un autre chemisier. Aucun de nous n'a adressé la parole ce soir-là, mais quelque chose avait changé dans le silence qui régnait entre nous. La mèche n'était plus seulement allumée. Elle brûlait de plus en plus vite. Cette nuit-là s'était étirée en longueur, dans un silence pesant. Allongé dans la chambre d'amis, je fixais le ventilateur de plafond qui tournait lentement, écoutant le calme s'installer dans la maison. Gabrielle était restée en bas, probablement en train de siroter une autre bière, faisant comme si de rien n'était. Mais le silence entre nous n'était plus vide. Il était empli de questions que je n'avais jamais osé poser auparavant. Je repensais à nos débuts, il y a 12 ans, à notre rencontre lors de cette soirée de réseautage dans le quartier Riverfront de Cincinnati. Il était l'héritier ambitieux, charmant tout le monde avec ses récits de la transformation de la petite entreprise de son père en une structure florissante. J'étais la stratège, forte d'une série de contrats en freelance, attirée par son assurance comme par une promesse.
Nous avons bâti l'agence ensemble, passant nos soirées autour de la table de la cuisine à préparer les présentations clients, nos week-ends à tester des campagnes auxquelles personne d'autre ne croyait. J'avais refusé une offre d'association dans une plus grande entreprise pour le rejoindre, me persuadant que c'était pour nous, pour la vie que nous étions en train de construire. Mais avec le recul, les failles avaient toujours été là. La façon dont il s'appropriait mes idées en réunion et les présentait comme les siennes, avec un clin d'œil complice, comme si c'était notre secret. Les fois où il balayait d'un revers de main mes inquiétudes concernant la charge de travail, les attribuant simplement au stress, tandis qu'il partait plutôt jouer au golf avec des investisseurs. Le changement subtil survenu après la naissance de Riley, lorsque mon congé maternité est devenu un prétexte pour qu'il gère seul les gros comptes. Je me persuadais que c'était du partenariat, du sacrifice, de l'amour. Maintenant, dans l'obscurité, je voyais clair. Une gomme. Lentement, méthodiquement, comme poncer des angles jusqu'à obtenir la forme qu'il voulait. Mon téléphone vibra doucement. Un message de Mason. Langford Hôtel panique. Abigail leur a dit que tu avais démissionné sans prévenir. Ils envisagent de retirer le contrat. Je fixai l'écran. Pas vraiment de la colère. Quelque chose de plus froid. Une clarté qui aiguisait tout comme du givre sur une vitre. Abigail était déjà en train de réécrire l'histoire. Vivant, la personne peu fiable. Vivant qui ne supportait pas le refus. Je ne répondis pas. Pas encore. Au matin, mon accès à distance était coupé. J'essayais de me connecter depuis mon ordinateur portable. Accès révoqué. Contacter l'administrateur. Mais j'avais déjà téléchargé tout ce dont j'avais besoin la veille au soir. Email, fichier, historique de modification, preuve de chaque nuit blanche, de chaque avancée. Un message me glaça le sang. Message de Gabriel à Abigail il y a 3 mois, confidentiel. Vivian est trop absorbé par les détails pour avoir une vision d'ensemble. Il nous faut quelqu'un capable de dissocier l'émotion de la stratégie. Parlons de ta transition autour d'un café bientôt. Un café. Je me suis souvenu de cette semaine. J'étais à Columbus pour aider ma mère après son opération du genou, faisant des allers-retours, jonglant avec les appels de l'agence tout en lui préparant ses repas. Gabriel avait dit qu'il était débordé de rapports, qu'il ne pouvait pas me rejoindre. Je l'avais cru. Les mots se brouillaient sur l'écran, non pas à cause des larmes, mais à cause de la douleur sourde de réaliser combien de temps j'avais été aveugle. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis descendu. Gabriel était assis à l'îlot central, faisant défiler sa tablette comme tous les matins. Des œufs refroidissaient dans une assiette que je ne me souvenais pas avoir préparée. Je reste chez Nora quelques jours, ai-je dit. Il a levé les yeux. C'est ridicule. Tu réagis de façon excessive à un appel professionnel. Mon téléphone a sonné avant que je puisse répondre. Le nom de Nora s'affichait. J'ai décroché. Salut ma sœur, j'ai vu ta mise à jour LinkedIn sur les nouvelles opportunités. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ne me raconte pas tout. Je suis de la famille. J'ai jeté un coup d'œil à Gabriel. Il était toujours immobile. C'est compliqué. Je peux te rappeler? Attends, avant de partir, il faut que je te dise quelque chose. Tu te souviens, il y a 2 mois, de ce dîner avec un client en ville? J'étais au bar d'en face pour le travail. J'ai vu Gabriel à une table dans un coin avec cette femme de ton bureau. Abigail, celle qui a une coiffure impeccable. Il riait, sa main sur la sienne. Elle a glissé, mais j'ai pensé que c'était pour le travail. Maintenant, je ne sais plus. La cuisine penchait. La table dans le coin, l'éclairage romantique. J'étais chez moi ce soir-là, à manger les restes à mon bureau, à finaliser la présentation pour Langford pendant que Gabriel était en réunion. Merci de me l'avoir dit, ai-je murmuré. Après avoir raccroché, Gabriel a blanchi sur le comptoir. Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne pense à rien, dis-je. J'essaie juste de relier les points. Le reste de la journée transforma la salle à manger en une salle de guerre silencieuse. Des piles d'impressions, les notes de Fred Abigail, des dîners dans des endroits où nos clients n'allaient jamais, des voyages qui ne correspondaient pas aux horaires, près de 30 000 points flous, tous signés par Gabriel. Puis les registres de sécurité que j'avais consultés pour un audit il y a des mois, son badge, le passage d'Abigail et les week-ends tardifs où j'étais avec ma mère, toujours partie à quelques minutes d'intervalle vers 2 heures du matin.
Mes mains tremblaient tandis que j'empilais les pages. Ce n'était pas seulement un emploi volé. C'était une vie. Le téléphone fixe sonna ce soir-là. Victor Lang, un membre du conseil d'administration qui me connaissait depuis le début. Vivian, dit-il à voix basse, a entendu parler de la réunion, il appelle sur ma ligne personnelle pour une raison. Tout le monde n'est pas d'accord avec la décision. Protégez-vous. Que voulez-vous dire? Un silence. Des relations professionnelles qui brouillent les frontières. Elles préoccupent le conseil d'administration lorsqu'elles ont un impact sur la performance. Revoyez l'éthique. La politique. Le passage sur la divulgation des liens étroits entre les cadres et leurs subordonnés. Tout documenté. Il a raccroché. Je suis restée assise là, les yeux rivés sur les enregistrements. Les notes d'Abigail sur le contrat Harland n'étaient pas que des stratégies. Elles étaient personnelles. Gabriel dit de privilégier la croissance. Consultez Gabriel d'abord. Pas Monsieur Brox. Juste Gabriel. La vérité n'était plus une énigme. C'était un miroir qui me reflétait la femme que j'étais devenue. Loyale à l'excès, aveugle par choix. Mais les miroirs reflètent dans les deux sens. Et dans ce reflet, j'ai vu quelque chose d'autre émerger. Non pas brisé, mais résolu. J'ai rencontré Lorraine Whittaker, l'ancienne directrice financière qui avait démissionné brutalement 4 mois plus tôt, dans un café tranquille de l'autre côté de la rivière. Elle paraissait plus mince, plus alerte. Quand tu as appelé, j'ai su que le moment était venu, a-t-elle dit en me tendant une clé USB. Les chiffres d'Abigail sont bons sur le papier, mais il y a anguille sous roche. Des heures facturées qui n'ont jamais eu lieu. Des pertes reportées, 2 millions de gains gonflés artificiellement. Pourquoi n'as-tu rien dit? Les RH sont sous les ordres de Gabriel, et il se tient trop près de moi en réunion. Il propose des verres pour parler budget. Je l'ai noté aussi. J'en ai eu la nausée. Je n'étais pas la seule. Plus tard, Danielle, l'ancienne stratège, m'a rejointe dans un parc. Abigail est une impostrice, a-t-elle déclaré sèchement. Toutes les campagnes qu'elle prétend avoir été volées. Quand je l'ai confrontée, Gabrielle a dit que j'étais possessive. Puis je suis partie. Elle m'a tendu des emails, des plaintes, un accord de départ avec une clause de confidentialité qu'elle était en train de violer. Le soir venu, j'avais assez d'éléments pour les démanteler, mais il ne s'agissait pas de destruction. Il s'agissait de voir clairement, pour la première fois, ce que j'avais perdu et ce qu'il me restait. Le lendemain, Riley est arrivé à l'improviste, un sac à dos sur l'épaule. Tes textos sont bizarres, maman. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai conduite à la table. L'épreuve s'étalait comme une carte de la trahison. Elle a pris un registre. Papa est-il avec Abigail, entre autres? Elle n'a pas bronché. Je m'y attendais. La façon dont elle s'attardait aux barbecues familiaux, l'appelant par son prénom comme s'ils étaient copains. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Tu semblais heureuse. Je me suis demandé si je ne m'étais pas trompée. Nous étions assises là, mère et fille, à trier les décombres. Elle a mis en place des sauvegardes sécurisées pour les fichiers, ses compétences informatiques acquises à la fac lui servant à quelque chose. Pendant que nous travaillions, elle m'a confié des choses que j'ignorais. Comment Gabriel minimisait mes réussites lors des dîners. Disait que mes idées étaient les siennes, simplement mises en œuvre. Comment il lui avait dit un jour que j'étais douée pour les détails, mais que j'avais besoin d'être guidée pour la vision. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, maman. Elle a dit qu'il n'avait pas pu le supporter. À cet instant, la douleur s'est intensifiée, mais la détermination aussi. Ce n'était plus seulement mon histoire. C'était la nôtre, et il était temps d'en réécrire la fin. Le poids de tout cela s'est abattu sur moi cette nuit-là, lourd comme la brume qui recouvrait la rivière dehors. J'étais assise avec Riley chez Nora, dans une maison mitoyenne confortable à quelques rues de là, à siroter un thé froid. L'épreuve était désormais sauvegardée, cryptée, intouchable. Mais les détenir, c'était comme retenir le feu. Que faire? Tout brûler ou partir discrètement? Les laisser garder ce qu'ils avaient volé? Riley posa sa tasse. Maman, tu ne peux pas laisser tomber. Il ne t'a pas seulement pris ton travail. Il a abusé de ta confiance. Elle avait raison. Mais je ne pouvais pas lui regagner la confiance. Je devais la reconquérir.
Le lendemain matin, mon téléphone vibra. C'était Paul Harrington, PDG de Meridian Stratégie, notre concurrent le plus redoutable en centre-ville. Vivant, on parle de ta situation. Nous développons notre division. J'aimerais que tu intègres le conseil d'administration pour commencer. Amène-nous des clients et des vice-présidents d'ici 6 mois. Je fis une pause dans la cuisine de Nora, observant la vapeur s'échapper de mon café. Comment as-tu eu vent de ça? Le monde des affaires est petit. Un talent comme le tien ne reste pas longtemps dans l'ombre. Nous avons discuté des conditions. Prime à la signature, participation au capital, liberté de démarcher certains clients. J'ai accepté sur le champ. Sans hésiter. La mèche avait atteint sa cible. Cet après-midi-là, j'ai rédigé le courriel au conseil d'administration. Ni un coup de gueule, ni une accusation, juste une note professionnelle exprimant mes préoccupations. Tendance dans les dépenses, baisse de clientèle masquée par des réaffectations, pic de rotation du personnel accompagné de plaintes restées sans réponse. J'ai joint des états financiers expurgés de Lorraine, des chiffres alarmants sans la moindre explication. J'ai cliqué sur « Envoyer » ce soir-là, puis j'ai éteint mon téléphone. L'explosion a commencé lentement. Je me suis réveillée avec une avalanche de SMS de Mason. Réunion d'urgence du conseil d'administration. Gabriel a l'air anéanti. Kendra passe des appels depuis le hall, enfermé dehors. J'ai préparé le petit déjeuner pour Riley, qui avait passé la nuit. Nous avons mangé en silence, tandis qu'elle consultait les notifications de ses contacts à l'intérieur. À midi, tout s'est enchaîné. Arlon et ses fils m'ont appelé directement. « Vivien, on a entendu dire que tu étais parti. Inacceptable. C'est pour toi qu'on est resté. » Abigail était incapable de me citer le nom de notre cliente clé ce matin. « Je suis partie chez Meridian », ai-je dit calmement. Un silence, puis un petit rire. « Bien joué. On te suivra. Envoyez les documents de transition. Langford Hotel ensuite. Puis 2 autres. Des millions de dollars de chiffre d'affaires. Ils partaient parce qu'ils connaissaient la vérité. Les stratégies n'étaient ni celles d'Abigail ni celles de Gabriel. Elles étaient les miennes. Riley m'a montré le courriel d'Abigail, envoyé à toute l'entreprise, revendiquant les succès et présentant mon départ comme soudain. Mais j'avais déjà partagé les métadonnées avec les clients. Date de création, révision, ma signature numérique sur chaque fichier. Les appels ont afflué ensuite. Des clients résiliaient leur contrat, invoquant des problèmes de continuité. L'agence de Gabriel perdait un client après l'autre. Il s'est présenté chez Nora ce soir-là, décoiffé. Ty t'a demandé. Riley a ouvert la porte sans l'inviter à entrer. Il faut qu'on parle, a-t-il dit, les yeux rivés sur moi par-dessus son épaule. Riley reste, ai-je dit. Elle a croisé les bras. Il est entré, jetant un coup d'œil au carton. J'avais commencé à emballer mes affaires. Le conseil d'administration enquête, a-t-il dit, la voix brisée. Les clients nous abandonnent. 3 ont démissionné aujourd'hui. Tu as ruiné tout ce qu'on a construit. Tout ce que j'ai construit, je l'ai corrigé pendant que tu approuvais les notes de frais d'Abigail et que tu scannais les badges à minuit. Son visage se décomposa. Ce n'est pas ça. Je sortis le dossier. Des journaux, des emails, des rapports. Je les étalai sur la table basse de Nora comme des cartes dans une partie qu'il avait déjà perdue. Une culture où les relations priment sur les compétences, dis-je doucement. Des femmes mises à l'écart pour avoir osé parler. Des notes de frais ignorées au profit des bonnes personnes. Il parcourut les pages du regard, tressaillant à chacune d'elles. Je vais arranger ça. Promotions assurées. Augmentation de 50%. Abigail part demain. J'ai rassemblé les papiers. J'ai accepté un poste chez Meridian, directrice de la stratégie, et ils sont ouverts aux clients qui veulent mieux. Tu ne peux pas signer de clause de non-concurrence. Mon avocat dit qu'elle est nulle. Les violations déontologiques la rendent caduque. Il n'avait plus rien. L'homme qui avait toujours su détourner l'attention, esquiver les questions, resta assis là, silencieux. Riley rompit le silence. Attention à ce que tu dis ensuite. Papa. C'est ma mère que tu as devant toi. Celui qui a sauvé ton agence pendant que tu faisais du favoritisme. Il nous regarda tour à tour, la réalisation l'envahissant.
Pas seulement un emploi perdu, une famille. Nous l'avions laissé là. Riley m'aida à emballer le dernier carton. Tandis que nous chargions la voiture, elle s'arrêta. Maman, j'y ai réfléchi. Je veux prendre ton nom, Brox. Ma gorge se serra. Je posai le carton. Il reste ton père. Biologiquement. Oui, mais c'est toi qui m'as appris la force. L'intégrité plutôt que la facilité. Je veux être Riley Brox. Je la serrai contre moi, sans un mot, juste la force tranquille de nous choisir l'une l'autre. Les papiers du divorce arrivèrent 2 jours plus tard, remis à Norris. Simple et direct. Il garda la maison. Je gardai mes comptes. Le contrat prénuptial sur lequel j'avais insisté des années auparavant, malgré ses protestations concernant la confiance, protégeait tout ce que j'avais construit depuis. Je signai sans hésiter. Aucune amertume, juste la certitude d'une fin. Cette semaine-là, Élise Harper, une journaliste à qui j'avais discrètement donné l'information, publia un article dans la newsletter économique régionale. Pas de nom, mais le portrait était clair. Une entreprise où le favoritisme côtoyait la fraude, où les talents partaient à cause de la défaillance de la direction. L'article fit le tour de Cincinnati. Les appels de soutien d'anciens collègues se multiplièrent, des offres d'entreprise arrivèrent, mais j'étais déjà chez Meridian, dans un bureau d'angle avec vue sur la rivière. Le retournement de situation se fit discrètement. Pas de cris, pas de scène, juste la reconquête progressive de ce qui m'appartenait. La transition des clients se fit en douceur. Le chiffre d'affaires suivit. L'agence de Gabriel chancela. Des rumeurs de rachat circulaient. Et dans le calme qui suivit, je le sentis. Pas une victoire à proprement parler. Une autonomie, celle qui naît de la prise de conscience qu'une trahison est une porte, et non une impasse. Riley commença un stage chez Meridian cet été-là. À mes côtés. Nous examinions les présentations. Ses idées étaient percutantes, novatrices. Personne ne mentionna qu'elle était ma fille. On reconnaissait son talent. Quant à Gabriel et Abigail, l'enquête du conseil d'administration s'intensifia. Des licenciements suivirent, mais je n'y prêtais pas attention. J'étais trop occupée à construire. La mèche avait grillé. Ce qui renaissait de ses cendres était plus fort. 6 mois s'écoulèrent au rythme d'une brise légère. Les bureaux de Meridian surplombaient l'Ohio. L'eau me rappelait sans cesse que la vie continue, même après la tempête. Ma suite d'angles, baignée de lumière matinale, insufflait la vie à l'espace. Pas de cloison, pas d'attente interminable. Juste mon nom sur la porte. Vivian Brox, directrice de la stratégie. Le compte Harlan & Sons avait doublé sous ma direction. Des campagnes inédites, conçues de A à Z, et non des bribes du travail d'autrui. Langford Hotel lança une expansion primée. Son PDG m'appela personnellement pour me dire que j'avais concrétisé leur vision. Le chiffre d'affaires grimpa. Mais ce n'étaient pas les chiffres qui comptaient le plus. C'était la sérénité intérieure. La façon dont je me réveillais, libérée de cette vieille boule dans la poitrine, à me demander si, enfin, quelqu'un verrait ce que j'avais accompli. Riley rejoignit l'équipe comme stratège junior après la fin de son semestre. Elle n'a pas profité de ma notoriété. Elle a décroché sa place grâce à un portfolio qui a fait sensation lors de l'entretien. Nous avons travaillé côte à côte certains après-midi, ses idées novatrices enrichissant les miennes. Personne n'a murmuré de favoritisme. On la reconnaissait pour ce qu'elle était, brillante, déterminée, une vraie Brox. Un matin d'automne frais et ensoleillé, Paul m'a convoqué dans son bureau. Le conseil d'administration s'est réuni hier soir, m'a-t-il dit en me faisant glisser un dossier. Décision unanime. Ils te veulent comme vice-présidente, la plus jeune de notre histoire. J'ai accepté d'un signe de tête. Sans cérémonie. Mon travail parlait pour moi. La même semaine, j'ai entendu des rumeurs concernant l'agence de Gabriel. Des clients en difficulté, un ennui profond suite à l'enquête. Des discussions de rachat circulaient. Meridian figurait parmi les candidats. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Ce n'était pas nécessaire, mais la conclusion est venue d'elle-même. Paul m'a confié la direction de l'opération. Tu connais leurs actifs mieux que quiconque. La salle de conférence était la même,
La même table en acajou, les mêmes fauteuils en cuir, la même vue sur Cincinnati à travers la vitre. Mais cette fois, j'étais assise à la tête de la réunion. L'équipe de Méridian m'entourait. Gabriel et les membres restants du conseil d'administration nous faisaient face, tels les échos d'une vie que j'avais laissée derrière moi. Les conditions sont fixées, dis-je en ouvrant un dossier. Nous reprenons les comptes viables. Nous honorons les contrats sous une nouvelle supervision. Les postes redondants sont supprimés immédiatement. Je fis glisser les documents de licenciement. Celui d'Abigail en premier. Elle enchaînerait les missions, survivant péniblement grâce à des piges qui lui permettaient à peine de payer son loyer. Puis, le poste de PDG de Gabriel fut supprimé. Une modeste indemnité de départ, suffisante pour quelques mois. Pendant qu'il se ressaisissait, il paraissait plus vieux, les épaules voûtées sous un costume trop grand. « Vivien » commença-t-il d'une voix faible. « On peut. » « Définitivement, » dis-je. Sans agressivité, juste un fait. Je signai avec le stylo de mon ancien bureau, celui que j'avais utilisé le jour où j'avais fait mes valises et claqué la porte. L'encre coulait régulièrement. Le service juridique s'occupa du reste. Je me levai, rassemblai mes notes, les réunions terminées. Dehors, la brume de la rivière s'était dissipée. Ciel dégagé. Mon nouveau loft à Over the Rhine était comme une bouffée d'air après des années sous l'eau. Murs de briques apparentes, au plafond, de la place pour les trophées que Gabriel avait jadis entreposés dans le garage. Riley l'aida à les accrocher ce premier week-end. Des boîtes de plats à emporter jonchaient le sol. « Cet endroit te va bien », dit-elle en déballant une plaque. Pas de faux-semblants. Nous sommes restés assises plus tard à regarder les lumières de la ville s'allumer. Elle a posé ses baguettes. « Maman, le changement de nom est effectif. Riley Brox maintenant. » Je lui ai serré la main. « Fier de toi. De nous. » L'article d'Alisa avait disparu des bulletins d'information, mais son impact persistait. Des femmes m'ont contacté discrètement par courriel, racontant des histoires similaires et demandant comment se reconstruire. J'en ai rencontré une, Grace, lors d'une conférence à Columbus. L'œil vif, épuisé par un patron qui lui volait ses idées. « Raconte-moi tout », lui ai-je dit. Elle l'a fait. Manipulation, accaparement du mérite, l'épuisement de prouver sa valeur à quelqu'un qui refusait de la voir. Parfois, le plus courageux est de partir, lui ai-je dit. Pas la défaite, mais une stratégie. Investis cette énergie dans un endroit qui te valorise. J'ai écrit un mot sur ma carte. Le numéro direct de Paul. Dis-lui que je t'envoie. Une opportunité numérique qui te convient. Elle l'a pris, les yeux brillants. Et si ça ressemble à un échec? L'échec, c'est rester petit. Le succès, c'est connaître sa valeur et la revendiquer. Des mois plus tard, Grace m'a écrit. Embauché. Épanoui. Merci pour le miroir. Riley et moi avons passé en revue sa première grande présentation ce soir-là. Morrison. Non. Langford. Approuvé sur le champ. Sa victoire était méritée. Alors que le soleil se couchait, je me tenais à ma fenêtre. La ville bourdonnait en contrebas. La femme qui avait serré ce portefeuille contre elle, croyant en une justice qui ne s'est jamais concrétisée, avait disparu. À sa place, une autre, plus dure, plus calme, non par colère, mais par vérité. La trahison avait dissipé les illusions. Il ne restait plus que l'autonomie véritable, un héritage, le pouvoir discret de me choisir. Et dans ce choix, tout a recommencé. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.